don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. C'est Emmanuel Adelson, bienvenue au podcast. Ça fait plaisir. Puis ça fait un petit bout qu'on se connaît. On se connaissait dans le passé quand je faisais du print. Ouais. Puis on a fait affaire ensemble par rapport à ça. Puis là, je t'ai relancé parce que, bon, avec le podcast, on grandit. Puis on veut développer notre banque d'invités, finalement. Fait que le media buying, je veux dire, c'est un sujet qui est de plus en plus intéressant pour tout type d'entreprise. On dirait que plusieurs personnes ont des connaissances de base là-dessus, qui veulent se lancer là-dessus pour booster leur visibilité, mettre de l'avant leur service. Comment le faire? Il faut quand même un expert, fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant d'embarquer là-dedans, parle-moi un petit peu de ton background, comment tu t'es lancé dans ce domaine-là, puis l'expérience que tu as eue sur le marché, quoi. Yes, bien sûr. Comment j'ai amorcé le tout? Ça a commencé avec un peu typique, là, mais j'ai commencé avec du dropshipping. Très early. First business classique, là. Exactement. OK, intéressant. OK. Fait que j'ai commencé avec du dropshipping. Puis, c'est ça, à travers ça, je me suis familiarisé avec la plateforme Meta Ads, puis le concept de créer des publicités, puis tout. Puis, j'ai fait aucun dollar, là, en fait, en profit. Mais ça m'a permis de vraiment me familiariser avec le tout. Puis, c'est ça, j'ai fait ça pendant peut-être quelques mois, là, je te dirais peut-être 7 à 8 mois. Quand même. Puis, par la suite, je me suis un peu délaissé du domaine. Dans le fond, on m'a approché pour du multi-level marketing, fait que du MLM. Fait qu'on m'a approché pour le sujet en soi, c'était du Forex. Fait que ça avait vraiment pas rapport avec du media buying. Mais le tout a fait en sorte que, à travers le multi-level marketing, ça a développé ma fibre entrepreneuriale. Puis, vu que j'avais vraiment du love pour l'Internet en soi, comme figurer des choses sur Internet, je me suis réaligné dans la branche de media buying. Fait que, tu sais, j'avais des petits contrats à gauche, à droite pendant que j'avais mon travail full-time. Puis, à partir de là, depuis octobre 2024, je suis à mon compte 100%. Fait que, Oui, that's it. Comment on se sent d'être à son compte à 100%? Parce que toi, t'as commencé tranquillement à prendre des mandats, puis là, tu t'es dit, OK, là, full-time. Ça a été quoi? Comment t'as senti ce saut-là? C'était épeurant. OK. C'était vraiment épeurant en premier lieu. Je te dirais pour la portion, mettons, acquisition client, j'étais quand même assez confiant pour délivrer les résultats pour mes clients, vu que ça faisait plusieurs années que je le faisais. Vendre des services aussi, j'imagine, ton offre de services, Exactement, c'est ça. Fait que vraiment développer la partie business qui était assez épeurant. Mais par la suite, au fur et à mesure que ça a commencé à rouler, que j'ai commencé à avoir de la confiance à travers ça, pour vrai, ça va super bien. Je suis vraiment reconnaissant. Puis non, c'est life-changing pour de vrai. Life-changing, Ben, clairement, puis on va pouvoir en parler. Mais je suis curieux parce que tu m'avais mentionné dans notre meeting préparatoire que tu avais bâti un département dans l'entreprise auparavant. Je veux dire, c'est venu de ton plein gré, de ton intérêt, puis tu as proposé le projet, ou comment ça s'est amorcé finalement? Pour faire histoire courte, dans le fond, il y a un certain moment dans ma carrière que je travaillais comme vendeur en porte-à-porte pour vendre des systèmes de chauffage. Fait que vraiment pas rapport avec le marketing. C'est ça. Fait qu'il y a une déconnexion complète. Puis, dans le fond, c'était proche du COVID, en fait. Fait que j'ai eu le temps de faire peut-être 6-7 mois en vente. Puis ça m'a permis de développer plus de confiance en moi. Ça m'a permis de développer plein d'autres choses qui m'ont été pratiques pour mon parcours entrepreneurial. Mais c'est ça, vu que la COVID a commencé, on ne pouvait plus opérer. Puis notre channel d'acquisition principal, c'était vraiment le porte-à-porte. Fait que il y a eu du bon, puis il y a eu du mauvais. Le mauvais, c'est que vu qu'on ne pouvait plus opérer, il fallait trouver d'autres manières d'opérer la chose. Fait qu'au départ, on commençait avec des appels à froid, on appelait du monde directement, puis on essayait de... C'était quelque chose. Est-ce que ça fonctionnait quand même? Plus ou moins. On a réussi à faire quelques petites ventes, mais... C'était quoi comme les stats de vente ou genre un peu... Mettons, c'était comme le 1/5 du volume qu'on faisait en temps normal, versus le porte-à-porte. OK. All right. Puis, à travers ça, j'avais déjà des skills en marketing. Fait que je me suis dit, there's no way que je continuais à faire des appels à froid. J'étais tanné, puis j'en avais le ras-le-bol. Je peux comprendre, Fait que j'ai apporté l'initiative de justement faire des campagnes publicitaires. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai lancé des campagnes publicitaires. Ça a généré quelques résultats. Puis, vu que la compagnie où je travaillais avait jamais vraiment travaillé sur son marketing, son branding, le propriétaire a jugé que c'était le moment idéal de travailler sur ça parce que
basically, toute la planète Terre est en pause. Fait que, tu sais... C'est le moment de miser sur le marketing. Ouais, exactement, c'est ça. C'est vrai que pendant cette période de temps-là, beaucoup de gens ont misé sur la transition numérique, puis se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux parce qu'on était tous sur notre ordinateur. Fait que c'est comme, OK, budget pub, mettons, sur des panneaux publicitaires, whatever, pub classique dans les journaux ou télévision même, mais maintenant, OK, parfait, c'est les réseaux sociaux. On dirait que ça a vraiment poussé. Puis juste les meetings à distance ou le télétravail, écoute, c'est né à partir de ça, puis ça a décuplé. Fait que je te laisse continuer, mais c'est quand même intéressant de voir ça, de vivre ça. Exactement. Ouais. Puis si on va au-delà de cette réflexion-là, ça, vu que le monde était en pause, tout le monde pouvait penser à OK, qu'est-ce que je peux faire de plus pour ma business, tu sais? Ou est-ce que je veux me partir en business, tu comprends? Oui, bien, littéralement, puis petite parenthèse pour moi personnellement, c'est là que j'ai switché de business. Dans le sens que la pandémie, j'avais perdu beaucoup de clientèle en promotionnel, en impression. Puis j'étais comme, je m'intéresse beaucoup plus au marketing, puis à amener la valeur, à création de contenu, tout ce qui était visuel. Fait on va bâtir une communauté, on va bâtir le podcast, puis développer une entreprise suite à ça. Mais ouais, fait que je pense que ça a comme donné des opportunités, tu sais. Fait que c'est une situation négative initiale, mais je pense qu'on est capable de l'en transférer dans une énergie positive. Fait que bref, petite parenthèse, le fun. Ouais. Non, mais super. Mais ouais, c'est ça. Fait que, vu qu'il a vu l'opportunité de développer le département de marketing, il m'a demandé tout simplement d'être un des pionniers, mettons, du département de marketing. Fait que, au départ, c'était très éphémère, là, comme... on n'avait rien de figuré. Là, moi, bâtir un département de marketing, j'avais jamais fait ça. Fait que c'était un peu du guesswork, je te dirais, mais le guesswork m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai appris à développer des sites web, j'ai appris dont des tunnels. Littéralement, tu commençais from scratch pour l'entreprise. Fait que site web, tu sais, comme, je sais pas, automatisation, certaines choses. Oui, exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, bâtir le branding, créer des designs. Puis oui, entre autres, l'automatisation. Tu sais, j'étais quasiment le... Je vais pas me autoproclamer le IT guy, mais je suis le gars de technologie. C'était pas mal ça, là, exactement. Ils savent pas quoi faire par rapport à quelque chose derrière un ordinateur, ils me demandaient directement à moi. Fait que, fait que j'ai dû figurer à travers ça. Fait que j'ai masterisé l'art de Google, je te dirais. Nice. Mais tu sais, à travers ces 4 dernières années-là, j'en ai appris énormément. Fait que ça m'a permis de me rendre où je suis aujourd'hui. Là. That's it. Puis t'as appris vraiment beaucoup de choses dans cette période de temps-là, from scratch. Qu'est-ce que t'as appris le plus sur toi-même en développant ça? Je te dirais que je suis capable de figurer quoi que ce soit. Si jamais si jamais il y a un impasse, il y a un problème, je peux le figurer. Je peux le figurer. Puis, de simplement d'avoir la confiance de bâtir quelque chose. Fait que, tu sais, c'était un département qu'il y avait pratiquement rien, puis d'en faire quelque chose de concret. Fait que ça m'a donné une confiance en moi aussi, je te dirais. Fait que, c'est ça. That's it. Écoute, on va parler de la campagne publicitaire en général. Qu'est-ce que ça peut amener une entreprise d'établir une bonne stratégie sur un méthode, disons? C'est d'avoir comment dire, une certitude dans ta stratégie d'acquisition. En fait, tu sais, souvent, les entreprises, les avenues qu'ils vont avoir, mettons, ça va être du bouche à oreille, ça va être des stratégies. Comme on disait, exactement. Mais c'est vraiment ça, Fait que c'est ça, cold call, prospection, mettons, à travers, mettons, email, peu importe comment tu veux le faire. Réseautage, tu sais, tout ce qui est classique, là. Exactement, c'est ça. Tandis que quand tu as une stratégie marketing, d'acquisition clientèle, tu peux vraiment pousser ça sur... Moi, j'aime ça appeler ça... une affiche publicitaire sur stéroïdes, mettons, là. Fait que... J'adore. C'est drôle, c'est OK. Fait que du moment que tu as quelque chose de concret qui fonctionne, tu peux double down dessus. Puis, tu sais, le leverage de certains, ça va être le nombre de personnes à qui tu parles, mais tandis qu'une campagne publicitaire, ça va être l'argent que tu mets, tout simplement. Fait que, tu sais, du moment que tu es en mesure de prendre un certain nombre de clients, tu fais juste doubler ou tripler le budget que tu peux mettre. Fait que, je te dirais, fait que la certitude que tu peux aller chercher de la clientèle d'une certaine façon, puis que tu ne vas jamais manquer de flow de prospects, tout simplement. C'est intéressant. Fait que ça dépend. La performance d'une publicité va dépendre aussi du budget que tu mets. Est-ce que c'est la créativité aussi derrière la publicité qui va faire en sorte, comme tout ce qui est la rédaction, comment tu jumelles tout ça? Je te dirais que le facteur premier, ça va être l'offre.
Ça va être l'offre qui va déterminer, mettons, la réussite de la campagne publicitaire parce que que tu mettes 10 000 $ sur une offre qui ne fonctionne pas aux 1 000 $, ça va revenir au même. Tu multiplies par 0 dans le fond. Fait que je te dirais l'offre, le fait qu'il y ait une demande pour ton service dans le marché. Fait il faut qu'il y ait un assez gros pool de gens qui soient intéressés dans le fond à ton service pour que ça vaille la peine de faire une publicité sur Facebook. Puis par la suite, de trouver mettons ta recette gagnante, ta recette gagnante en termes de visuel, de créatif, de publicité en soi. Fait que qu'est-ce que le consommateur va voir dans le fond. Fait que je dirais que c'est de tester le plus possible. Fait que l'offre, tester le plus possible, puis d'avoir un marché tout simplement pour ton offre. Oui, c'est du testing dans le fond. Fait que j'imagine d'un client qui t'approche, je suis prêt à mettre 10 000 sur une campagne, mais j'imagine c'est la première fois que tu travailles avec ce type d'industrie-là, puis ce client-là précisément, j'imagine que ça serait faux de mettre « OK, parfait, on met 10 000 puis c'est le test initial. » Il faut que tu fasses des petits démarchages. Comment fonctionnent ces tests-là, finalement? En temps normal, quand je vais amorcer un projet, une nouvelle campagne publicitaire avec un client, je vais faire une étude de marché pour voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton industrie qui font quelque chose qui fonctionne en ce moment, tu comprends? Puis à partir de là, quand j'ai cette certitude-là, là, je peux m'inspirer de ces stratégies-là puis faire quelque chose en conséquence de ces stratégies-là. Puis oui, en termes de budget, je vais mettre quelque chose de minime, tu sais, parce que je sais que par la suite, il y a un phénomène qui est spécial là, sur les publicités sur Facebook, mais si tu dépenses vraiment plus, ta campagne va avoir tendance à commencer à moins performer de plus en plus. Ouais. Puis, mettons, si tu fais le ratio sur une campagne publicitaire que tu dépenses moins, fait qu'on va dire 50 $ par jour, elle va avoir tendance à plus performer sur le... Sur le long terme? Oui, sur le long terme. Si tu mettais des gros montants? Oui, exactement. Qu'est-ce qui explique cette tendance-là? C'est-tu comme l'algorithme qui est fait en sorte ou y a-t-il des raisons d'autres? Pour vrai, il peut y avoir beaucoup de facteurs, mais un des facteurs premiers, je te dirais, c'est ce qu'on appelle le ad fatigue, fait que ta publicité qui est fatiguée. Fait que sur le long terme, admettons que tu es sur une petite période de temps que tu mets ta publicité à plein régime, fait que mettons un gros budget, le monde va avoir vu ta publicité à maintes et maintes reprises. Puis surtout, on va dire que ton service est focalisé sur un endroit en particulier. C'est sûr et certain que dans la même semaine, admettons que tu mets 10 000 $ par semaine, c'est sûr que dans la même semaine, les personnes ont vu au moins ta pub 4-5 fois. Fait que c'est là que dans le fond, il faut que tu trouves le sweet spot entre rechanger ta publicité, avoir un budget qui n'est pas trop élevé pour l'audience que tu as aussi. Fait que c'est un peu de jouer avec tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis je pensais à peut-être commencer à utiliser une stratégie de campagne publicitaire, mais pour le podcast, dans le sens pour aller chercher des invités supplémentaires. Y a-t-il une manière, si on prend l'exemple pour moi, d'avoir un formulaire, de préciser des questions pour aller, mettons, nicher son prospect pour avoir certaines, mettons, X nombre d'années d'expérience en entrepreneuriat, essayer de voir un peu le budget, que ça soit subtil, l'implication qu'il peut avoir dans sa business. Est-ce qu'il y a une manière, justement, de nicher les personnes qu'on veut targeter? Oui, absolument. Il y a plusieurs manières de le faire, puis je te dirais qu'il n'y a pas de mauvaise manière. La manière que je faisais dans le temps, puis que c'était très populaire, c'était vraiment au niveau de l'audience. Fait que quand tu crées une campagne publicitaire, tu peux vraiment choisir l'audience que tu veux viser. Fait qu'à partir de là, tu peux y aller avec des intérêts, tu peux y aller avec le type d'action que le consommateur va poser, mettons, on a day-to-day basis sur Internet. Fait que tu peux aller avec j'ai le terme en anglais seulement, mais c'est behavior. Fait que tu peux vraiment viser comme ça pour aller nicher le plus possible. Mais souvent, maintenant, aujourd'hui, comment le targeting va plus se faire, puis grâce à l'algorithme Meta, ça va être fait à travers le visuel que tu mets, tout simplement. Fait que Meta va être assez intelligent pour capter c'est quoi le visuel ou le vidéo que tu mets en place, à quelle audience que ça s'adresse. À partir de là, Meta va être capable de viser les bonnes personnes. J'aime ça. Ouais. C'est nice. Puis, c'est ça. Puis à partir de là, si tu veux juste tester un offre, tu peux commencer avec ce qu'on appelle un Facebook Lead Form. Si tu veux pas commencer à t'investir sur mettons, un tunnel de vente qui va être un peu plus high maintenance, je te dirais. Fait que tu peux commencer avec ça pour tester ton offre. Puis à partir de là, tu peux investir un peu plus sur quelque chose de plus concret. Oui, parce qu'actuellement, j'utilise beaucoup LinkedIn pour aller reach out des invités. Ça me donne LinkedIn, c'est un beau réseau social professionnel. C'est comme un Facebook Pro, là, tu sais c'est quoi. Fait que, mais ça donne un bon OK, combien d'années en affaires, ses posts et tout ça.
Fait que je peux aller reach out puis me contacter ces gens-là, mais j'ai quand même une certaine limitation. Il faut qu'on soit les deux amis, il faut, tu sais. Et tout ça. Fait que j'étais comme, tu sais, au moins peut-être d'avoir un lead form puis de mettre mon lien calendar puis que les gens bookent justement un appel exploratoire puis qu'on regarde ensemble si on peut collaborer ensemble. Tu sais, ça serait, je pense, le best option. À évaluer tout ça, là, mais c'est intéressant. Ouais. À tester? Oui, ben, je pensais. Marketing, à tester? Non, c'est exactement ça. Je pense qu'on n'a pas le choix d'innover. Puis, plus le podcast grandit, mais plus notre entreprise grandit, il faut trouver des manières d'automatiser, d'optimiser nos processus, de déléguer davantage aussi. Si on a une vision long terme aussi, comment ça fonctionne. Moi, je suis curieux, vision long terme. Parce que je pense qu'on reach à un certain point dans notre vie entrepreneuriale que c'est comme, est-ce qu'on veut faire plus de revenus? Oui. À un certain point, oui. Mais est-ce qu'on veut bâtir une équipe, avoir des gens à notre charge, ou on préfère la liberté d'être seul puis de déléguer le moins possible? T'es dans quelle mentalité en ce moment? Étant l'introverti que je suis, j'ai vraiment le vibe de solopreneur. Nice. J'aime ça travailler avec du monde que j'apprécie. J'aime ça travailler vraiment proche avec mes clients. Puis j'aime ça avoir cette proximité-là. Puis... ouais, man, on dirait qu'avoir une équipe, ça m'allume pas tant que ça. OK, hey, wow. Mais je vais mettre un astérix là-dessus. Tu sais, les objectifs que j'ai dans ma vie, ça va dépendre... comment je peux framer ça? Dépendamment des objectifs que j'ai dans ma vie, si ça me nécessite d'avoir une équipe, puis... que ça nécessite que je délègue, puis que le style de vie que je veux, ça nécessite que je délègue, je vais le faire. Au bout de la ligne, j'aime ça travailler, je vais le faire pendant longtemps, mais c'est pas juste ça que je veux faire. Je veux travailler sur autre chose. Peut-être que je vais pas nécessairement travailler juste sur le delivery du client. Peut-être que je veux travailler sur ma business, sur figurer des stratégies pour acquérir plus de clients, puis tout. Puis ça va nécessiter justement d'avoir une équipe. Mais c'est ça, jusqu'à quel point, tu comprends? Fait que non, je comprends. C'est là que je me retrouve un petit peu. Est-ce que tu te considères comme un multi-entrepreneur dans le sens que là, tu as une entreprise, tu as un projet? Est-ce que tu te vois faire ça pour le restant de ta vie comme c'est ton bébé? Là, tu dis, je suis enligné sur mon X, ça va être ça, mon plan de vie. T'sais. Ou tu dis, hey, je suis ouvert à d'autres choses éventuellement, d'autres business peut-être, d'autres partenariats. C'est quoi ta vibe par rapport à ça? J'ai pas d'attachement émotionnel à une entreprise. Tu vois? OK, nice. Okay. Ouais, j'aime ça essayer beaucoup de choses. Comme que ça m'a avantagé dans ma vie, ça m'a désavantagé aussi, je te dirais. Essayer trop de trucs, mettons. Mais ouais, même s'il y a des belles opportunités ailleurs avec les aptitudes que j'ai, je suis vraiment ouvert. Puis, ça m'arrive là, d'essayer des trucs par-ci par-là, genre une semaine, parce que je suis comme, c'est intéressant ça. Puis comme, je veux juste avoir le feel de ça. Fait que je vais m'éduquer, puis je vais essayer des trucs. Fait que... ouais, non, vraiment pas stické à ma business en soi. Là. Ben, je trouve ça nice. Ça m'a fait allumer une lumière. Tantôt, tu m'as dit que tu étais introverti. Et tu as quand même fait du cold call, prospection. La vente, tu dirais, c'est quoi la clé pour être un bon vendeur authentique? Bonne question. Être un bon vendeur authentique. Pour ma part, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais moi, ce qui m'a aidé, ça a été la préparation. D'être préparé, tout simplement. D'assumer que parce que tu es bon dans ce que tu fais, c'est que tu vas closer tout ce qui bouge, c'est vraiment pas vrai. Là. C'est vraiment deux éléments différents. Là. Fournir des résultats à tes clients puis acquérir de la business, c'est deux trucs totalement différents. Puis je suis une personne qui overthink les choses puis qui aime ça se préparer vraiment beaucoup d'avance avant de faire quoi que ce soit. Fait que moi, ça a été vraiment de la préparation. Puis aussi, de ne pas me mettre de pression, man. C'est pas... Tu sais, tes appels, c'est pas nécessairement des appels de vente, là. C'est des appels de consultation. Puis tu veux vraiment voir si tu peux aider la personne. Je pense que c'est vraiment ça. La chose qui m'a permis d'être vraiment plus à l'aise, c'est de... OK, comme... Si ce client-là, je suis pas en mesure de l'aider, ben, je suis pas en mesure de l'aider, puis that's it, that's out. Ça termine là. Fait que vraiment de faire un topo de la situation de la personne, puis de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans sa business, puis de comprendre si tu peux, avec tes aptitudes, faire quelque chose de différent. Si c'est pas le cas, no big deal. Fait que tu as juste une conversation. Oui, puis je suis très d'accord, puis je vais faire du pouce sur ce que tu dis, parce que j'ai commencé à faire beaucoup plus de ventes, puis de prospection, puis d'aller de l'avant vers les gens, puis j'ai ajusté un peu mon tico et tout ça, mais
je pense que c'est d'arrêter d'être dans le minding de genre, faut que je close cette personne-là. Genre, faut que je aie une discussion honnête avec cette personne-là. De toute manière, si cette personne-là n'est pas prête à payer pour ton service dans le temps immédiat, peut-être dans le futur, il va vouloir. Puis s'il ne veut pas, c'est sûr qu'il va pouvoir peut-être te référer ou toi te référer des collaborateurs, des fournisseurs, d'autres personnes potentielles qui aimeraient acheter ton service. Tu perds jamais du temps à parler avec quelqu'un. C'est de ce que j'ai remarqué, que ce soit quelqu'un qui n'est même pas en affaires. Là. Tu sais pas, t'as un party de famille, prends le temps de parler avec mon oncle Richard. C'est vrai. Tu sais pas là, ce qui peut t'amener, honnêtement. Puis je pense, puis encore plus loin de ça, c'est de s'intéresser authentiquement à la personne. Genre, tu dis, OK, tu fais ça, parle-moi en plus. Je suis curieux, qu'est-ce que ça implique? Et non dans le but de vendre quelque chose, mais vraiment juste d'être intéressé par l'humain. En fait, que la base, d'après moi, la vente, c'est ça. On fait affaire avec des humains, donc intéresse-toi avec l'autre personne qui parle. Sinon, puis je crois qu'on n'est pas niaiseux. Tu sais, quelqu'un qui va dans un call, il va le sentir aussi. L'honnêteté, l'authenticité, tu le sais. Là, comme, la vibe n'est pas là. Exactement. Fait que c'est sûr, puis je crois aussi que la confiance en soi qui embarque là-dedans, de savoir, es-tu à l'aise avec ton produit de service, est-ce que tu sais c'est quoi les retours par rapport à ça. Tout à fait. Mais ouais, je pense que c'est un art que les gens, c'est tellement négatif avec la réputation qu'on a des vendeurs de porte-à-porte, mais vendeurs de chars. Surtout au Québec, on dirait qu'il y a une connotation négative par rapport à la vente. C'est vrai, hein? Mais c'est ça, c'est fou. Rends ça le fun. C'est une communication, tu t'apprends à connaître la personne comme tu l'as mentionné, puis de connaître sa business de long en large, puis de savoir si tu peux vraiment faire une différence. Là. Disons que tu as quelqu'un qui est introverti, puis qui a un de ses premiers calls d'appel exploratoire ou de développement de clientèle dans 5 minutes sur Zoom. Okay? Puis là, il a peur, puis il est stressé, puis il n'est pas vraiment en confiance, mais il va l'essayer. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'il soit un petit peu plus à l'aise, puis qu'il rentre là-dedans, puis que pour les prochaines fois, qui ressentent moins ce stress-là. Qu'est-ce que tu dirais? La première chose, en fait, c'est sûr que tu vas être stressé. Tu vas tout le temps être stressé, même peu importe le nom. Ouais, every time. Peu importe le nom. Ça part pas. C'est ça. Il faut que tu sois confortable avec le fait que tu vas être stressé, tu comprends? Fait que ça, c'est la première chose. Fait que le petit feeling que tu as, c'est normal. C'est normal de l'avoir, puis tu vas le garder. Même si tu fais 500 000 appels, tu vas le garder. Ça, c'est de 1. Puis de 2, c'est... Puis on vient juste d'en parler, là, mais c'est d'être... C'est dur, là, mais c'est vraiment de te dire que tu es là pour aider la personne. Puis je sais qu'au bout de la ligne, on a nos intérêts à cœur, on a des trucs à payer, puis c'est sûr. On a une business à faire rouler. C'est sûr. Mais si tu pars de cet endroit-là, que tu es comme, OK, est-ce que je suis vraiment en mesure de l'aider puis faire une différence dans ce qu'il fait, dans sa business? Est-ce que je... Tu sais, d'avoir une vision long terme aussi, je te dirais, avec la personne. Genre, est-ce que tu peux être un partenaire de croissance puis de vraiment l'aider? Fait que, tu sais, ça commence à avoir une connexion avec la personne. Fait que, tu sais, n'hésite pas si ça te permet de déstresser un peu. Commence à juste chit-chat avec la personne, puis, tu sais, ça va bien aller. Puis par la suite, c'est... Là, pose tes questions, puis mais juste intéresse-toi. Intéresse-toi. Souvent, quand tu es stressé, c'est parce que tu penses déjà d'avance aux objections qu'il va avoir. C'est ça, exact. Tu penses à comment tu dois formuler tes phrases, comment tu dois faire ton script de vente. Tu sais, tu penses au script de vente, oh God, je dois pas oublier comment faire ci, c'est ça. Non, man, genre, comme relax. Est-ce que... OK, ça, c'est un bon sujet pour finir sur le sujet de la vente, mais... Les fameux scripts de vente, tu sais, moi, j'ai pris des formations puis des suivis, puis il y en a qui proposent des formules du genre un appel de 30 minutes, book un deuxième appel, puis là, book un troisième appel de closing. Puis là, il faut que tu passes vraiment par ces étapes-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il faut que tu dises certaines phrases, certains mots-clés, certaines choses. Est-ce qu'il faut vraiment être aussi préparé? Est-ce que c'est vrai puis c'est proof que c'est efficace? Ou au contraire, il faut que tu trouves un petit peu ta sauce puis tu t'ajustes, là, tu sais? Étant la personne qui essaie toujours d'être over-prepared, mettons, j'ai fait ça aussi, mettons, de regarder toutes les formations de vente possibles puis tout. À la fin de la journée, ça revient à juste, je te dirais, avoir une syntaxe plus qu'un script de vente en soi. OK. Une syntaxe, fait que c'est juste d'avoir une idée de, OK, mettons, la première section de l'appel, c'est juste de gather de l'information, fait que de savoir exactement qu'est-ce que le business owner il fait, c'est quoi la business en soi. Puis par la suite, de parler de tes expériences par rapport à ton service. Puis
moi, j'aime ça, mettons, c'est de figurer si vous êtes un fit à la fin de la journée. Fait que moi, j'y vais vraiment qu'une syntaxe au lieu d'un script de vente en soi. Puis peut-être qu'un script de vente, ça peut aider certains. Là. Ouais. Il y en a qui veulent pas se casser la tête puis qu'ils vont apprendre quelque chose par cœur. Puis c'était ça aussi avec le porte-à-porte. Tu apprenais le script par cœur puis tu faisais juste cracher ton par cœur. T'allais pas off-script, là. Non, t'allais pas off-script, tu comprends? Okay. C'était juste ça. Mais tu sais, ça marche pas avec tout le monde. Là. Il y en a qui veulent juste... Tu as besoin d'une petite syntaxe, d'avoir une petite idée de où tu vas, mais d'apprendre un script par cœur, puis de connaître toutes les loops par cœur, peut-être pour augmenter ton closing rate de peut-être 5-10%. Mais ce qui va faire réellement la différence, c'est est-ce que tu veux aider ton client au bout de la ligne? Là? Puis est-ce que tu as un service qui fonctionne aussi? Exact. Mais oui, est-ce que tu as un service ou un produit qui fonctionne? Là, est-ce que tu crois en ton... c'est de base, là, fait que ça vient avec. C'est un super de bon sujet. Je pense que les gens qui sont intéressés par la vente vont pouvoir relate à ça. Écoute, je suis curieux. L'entrepreneuriat, c'est at large, puis ça peut toucher beaucoup de personnes. Là, ça fait 10 ans que tu es avec ta copine. Je reviens là-dessus, mais c'est intéressant. Ta copine est aussi en affaires depuis 5 ans, si je me trompe. Ça fait 4 ou 5 ans. Ouais. C'est quoi la réalité d'être les deux en affaires, en couple? Bonne question. Il y a ses hauts et ses bas, mettons. Je te dirais que ses bas, c'est plus par rapport au fait de travailler de la maison qui est plus difficile. Les deux, vous travaillez les deux, on travaille de la maison. Je peux comprendre. Fait que ça, je te dirais, mettons, de faire la déconnexion de... On travaille, on est en mindset de... on hustle, mettons, on revient à notre vie de couple. C'est ça, je te dirais, mettons, le clash qui est difficile. Mais autre que ça, il y a tellement plus d'avantages que d'inconvénients pour de vrai. Mais premièrement, tu as quelqu'un, jour après jour, qui est dans le même pied carré que toi, qui t'inspire, mettons. Tu sais, ma copine, elle a du succès dans son entreprise, fait que je trouve ça cool, j'ai du fun. Nice. Fait qu'elle est vraiment inspirante, de un. Puis de deux, il y a ce genre de... puis ma copine ne va pas être d'accord, mais je vais quand même l'approprier. Mais il y a ce genre de LT competition, genre. Fait que je compétitionne un peu avec ma copine, puis ça m'aide à me pousser. Tu sais, quand elle a des bons coups, je suis content pour elle, puis tout, mais je veux un bon coup aussi. Tu vas aller chercher aussi, tu veux. Oui, exactement, c'est ça. Fait que... puis tu sais, au bout de la ligne, c'est super cool parce que tu sais, nous deux, on est dans le marketing, fait qu'on bounce off des idées de l'un et l'autre, fait que c'est juste pour la santé de nos entreprises, ça aide en général. Je peux la consulter pour quoi que ce soit, elle peut me consulter pour quoi que ce soit, fait que non, c'est vraiment cool. Puis juste je sais pas, même la dynamique qu'on travaille fort sur quelque chose, sur un objectif commun, non, ça apporte quelque chose dans une relation de super. Là. Clairement, c'est sûr que vous avez vos deux entreprises séparées, mais vous rapportez quand même certains gains pour bâtir des projets ensemble. Ça revient dans le couple. Mais c'est ça, le petit astérix à ça, c'est ce qui est vraiment le fun. Mais je pense c'est de porter le chapeau business, puis après de l'enlever, puis porter le chapeau de couple. Disons que, je sais pas, il y a une discorde, peu importe, il y a un malentendu. Là, c'est comme, parce que j'ai interviewé des entrepreneurs que, vraiment, la femme et l'homme ou l'homme, peu importe, la situation, sont en couple ensemble dans la business aussi, dans le même business. Fait que là, encore plus, là, c'est difficile de revenir. Tu sais, rendu au souper, est-ce qu'on parle de la job, de ce qui s'est passé ou on fait une distinction de ça? Exactement. Plus souvent, ça arrive que, écoute, on est humain, ça fait mal, il faut parler de ça en ce moment. Exactement. Moi, je suis une personne il y a une situation qui va mal au travail, j'aime mieux en parler puis régler ça tout de suite. T'sais. Et donc, ça me travaille. Fait que je pense que ça dépend des gens, mais j'étais vraiment curieux parce que quand même, en 10 ans, il faut bâtir cette situation-là, cette réalité-là entrepreneuriale. Tout à fait. Je suis curieux au niveau des ads. On va revenir à nos moutons. Une entreprise qui hésite à, mettons, mettre le poste sur les publicités puis mettre un budget là-dessus mensuellement. Est-ce que tu dirais que c'est une entreprise qui manque d'innovation, qui n'est pas avant-gardiste, qui est peut-être en arrière sur ce qu'il faut faire en ce moment? Je sais pas s'ils sont pas avant-gardistes ou qui manquent d'innovation. Tu sais, genre qui n'ont pas embarqué dans le train. C'est un peu genre... Ouais. J'ai l'impression, mettons, les prospects avec qui j'ai eu une discussion puis que je voyais qu'il y avait un clash, que c'était vraiment difficile, que mettons que je fonçais sur un mur par rapport à la publicité sur Facebook, c'est que ils ont juste de la misère à se conceptualiser que c'est quelque chose. Genre, on dirait que, vu que toute leur vie, ils ont monté leur business d'une telle façon, fait que du bouche à oreille, d'aller voir les autres business, mettons, si tu as besoin de faire de la prospection ou quoi que ce soit, de parler à du monde de vive voix. Ils n'ont pas fait la transition, mettons, je te dirais. Fait que
on dirait le conceptualiser pour eux que quelque chose en ligne, ça peut te rapporter des résultats dans le monde réel. On dirait que c'est ça qui est difficile, genre, c'est de faire cette transition-là. C'est la compréhension, dans le fond. Ouais, c'est la compréhension, tout simplement. Ok. Là, fait que, ouais. Puis je te dirais que d'habitude, c'est pas mes clients, ça. OK. Ouais. Dans le sens que tu rentres dans un appel exploratoire avec cette personne-là, puis là, tu dis, parce que peut-être qu'il n'est pas intéressé, mais même s'il est intéressé, tu veux dire, tu vas pas pousser la chose parce qu'il n'y a pas un fit. Non, exactement. OK. Exactement. Ben ça, tu sais, souvent, ils ont pas la croyance populaire que des publicités en ligne, c'est quelque chose. Fait que déjà là, tu pars 3 pas en arrière. Là. Fait que fait que là, tu sais, tu arrives dans l'appel puis tu dois leur expliquer, mettons, le concept de publicité puis tout. Fait que là, ça devient vraiment plus difficile. Ça devient lourd, ça rend la chose plus difficile. Fait que, tu sais, c'est le genre de client que tu veux pas avoir au bout de la ligne. Là, parce que, tu sais, ils ont tellement eu de difficultés avec ça. Fait que là, si tu les as convaincus puis tu les as poussés, après, du moment qu'ils commencent à te payer, c'est là la game qui devient un peu dangereuse. Là, quand quelqu'un te paye, mais que... Puis je sais pas, il n'y a pas les résultats ou les retours qu'ils s'attendaient de voir. C'est ça. Fait que là, il doit être très, très, très judgmental. C'est ça, c'est encore 3 fois pire. Là, fait que, OK. T'as-tu des histoires, des anecdotes que t'aimerais partager dans tes débuts? Tu sais, parce que j'imagine, dans nos débuts, quand on se lance, j'ai moi-même fait ça, mais tu sais, d'aller prendre un peu n'importe qui veut payer mes affaires, mes services. Puis après, on s'ajuste, puis évidemment, tu prends n'importe qui, tu reçois n'importe qui. Fait que c'est pas la top relation que tu peux avoir. Mais est-ce que tu as des histoires, un petit peu d'horreur que t'aimerais partager? Quand tu es dans la phase de départ, tu sais, tu n'as pas encore vraiment fourni des résultats à des clients. Fait que le premier challenge qui va t'arriver réellement, c'est que tu vas réussir à convaincre quelqu'un, il te paye de son argent qu'il a travaillé fort pour, puis man, tu fournis pas de résultats, man. C'est juste... Mais tu peux pas non plus expliquer, parce que c'est comme, pourquoi la pub n'a pas performé? C'est ça, puis tu pars de où? Tu sais, comme... Il te manque de l'expérience, fait que tu pars de où? Fait que très, très rapidement, c'est souvent des clients que c'est un one-time thing, fait que tu acquiers l'expérience, c'est cool, c'est bien, mais tu sais, au bout de la ligne, tu sais, les personnes, non seulement ils payent pour tes services, mais ils payent pour des campagnes publicitaires aussi, fait qu'ils mettent de l'argent, fait que, tu sais, eux, très rapidement, ça fonctionne pas, tu sais, ils doivent voir ailleurs, là, fait que... tu sais, le monde du marketing digital pour du media buying, ça va être très souvent ça au départ. Ça va être déroulement de clients parce que tu es en train de figurer ton offre. Finalement, ça se peut que ce type d'approche-là ne fonctionne pas avec une personne, puis lui, il décide d'aller voir ailleurs. Fait que, est-ce que c'est une histoire d'horreur? Peut-être pas, mais man, ça a été juste avoir un client, il part, avoir un autre client. Fait que c'est toujours d'aller rechercher un autre client. Là, Est-ce que tu disais que tu faisais l'étude de marché, est-ce qu'il y a une partie d'éducation quand même, de savoir comment fonctionne ton processus de travail avec le client? Fait que, disons que je t'approcherais, comment tu me présenterais ta structure par rapport à ça? D'accompagnement avec ton client. Oui, absolument, absolument. Ça part de savoir exactement qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu fais. C'est sûr que je vais toujours prendre des clients que je sais que ça va fonctionner parce que j'ai eu ce type de clientèle-là dans le passé aussi. Mais grosso modo, c'est ça, genre on va faire un appel pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise, c'est quoi les lacunes, pourquoi en ce moment tu n'as pas les résultats escomptés. À partir de là, ça va très souvent revenir au fait que tu n'as pas assez de volume de leads au bout de la ligne. OK, vraiment. Fait que c'est de bâtir ton offre pour qu'elle fonctionne en ligne tout simplement. Là. Fait que souvent, tu sais, les entrepreneurs, ils vont avoir fait quelque chose qui ont fonctionné pendant très longtemps, fait qu'ils vont juste sticker à cette chose-là en termes d'acquisition de clients, mais c'est de voir, OK, quel type d'angle qu'on peut approcher pour ton marketing? Est-ce que cet angle-ci ou cet angle-là peut fonctionner? Puis à partir de là, on va faire des tests. Fait que c'est beaucoup de communication au départ. Fait que oui, il va y avoir l'appel, mettons, de onboarding très technique pour que je rentre dans ton compte publicitaire, pour que je t'intègre, mettons, dans mon système. Fait que, mettons, j'offre un CRM à mes clients. Fait que les intégrer dans ces choses-là, les intégrer dans les automatisations. Mais le plus gros du travail, c'est de vraiment communiquer avec les clients. Fait que vraiment... faire du back and forth tout simplement. Puis à partir de là, tu sais, je vais faire la conception de visuels pour les campagnes publicitaires. Même si je sais que
j'ai une raison pourquoi j'ai fait ce type de visuel-là, je vais quand même consulter mon client pour voir, OK, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Exact. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ton entreprise, tu comprends? Fait qu'à partir de là, du moment que j'ai le go, qu'on a fait les petits changements, à partir de là, on peut lancer la campagne publicitaire. Puis comme je te l'avais dit au départ, on y va avec un très petit budget pour tester le terrain. Quand tu dis très petit, est-ce que c'est un montant fixe par client ou ça dépend du budget final qu'il veut mettre? C'est en fonction du budget du client. Je comprends. Mais pour vrai, en règle générale, ça va souvent tourner entre 20 à 60 $ par jour là, pour tenter le terrain. Puis à partir de là, quand on a quelque chose qui fonctionne, on double down dessus. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on élimine ça. Puis à partir de là, on va faire des variantes de ce qui fonctionne pour continuer à optimiser le plus possible. Je suis curieux, est-ce que tu fais des ads pour promouvoir tes services de ads? Ouais. Ouais? Ouais, ben oui, bien sûr. Ben oui. Non, mais ça fait du sens, mais je suis comme... Tu sais, comment tu abordes ça dans ta publicité? Ça ressemble à quoi? Optimise ton... Genre, comment tu l'amènes dans ta publicité? Je suis curieux. Ouais. C'est cool. Ben dans le fond, je fais plusieurs tests en premier lieu. Ouais. Fait que, mettons, côté technique, je vais avoir des visuels qui sont très... j'appelle ça des visuels blanks. Fait que juste un écran noir, puis que je vais écrire du texte blanc, puis je vais parler de mon offre, tout simplement. Sérieux? Puis ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. C'est un genre de pub qui fonctionne. Fait que je vais parler de mon offre, tout simplement. Fait que qu'est-ce que je vais approcher sur mon offre? Ben, c'est dans le fond, c'est le résultat que mon client voudrait avoir. Fait que, mettons, un certain nombre de rendez-vous, un certain nombre de clients de plus par mois, admettons. Fait que ça va être le core de mon offre, je te dirais. Fait que c'est ça que je vais mettre de l'avant sur ma publicité. Puis, en ce moment aussi, je teste des publicités plus vidéo. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos sur mes réseaux sociaux. Fait que je commence à tâter le terrain un peu avec ça. Fait que, je teste beaucoup de choses. Ouais, comme tu le sais, la vidéo, c'est vraiment le format qui transfère vraiment bien. Je veux dire, LinkedIn récemment a commencé à offrir une section Reels. Fait que ça, c'était comme le dernier réseau social à emprunter le pas. Mais je trouve ça intéressant. On va parler de ta stratégie marketing. Là, évidemment, le podcast va aider à te mettre de l'avant. Mais mis à part ça, tu me dis, OK, tu commences à faire des vidéos. Est-ce que tu fais des posts vraiment écrits? Est-ce que tu fais photos? Comment tu vas aborder ça? Comment tu veux propulser ton marketing, t'en faire connaître davantage? Là, on parle marketing organique. Là. Fait que c'est ça. Fait que très récemment, j'ai commencé à bâtir mon écosystème. Fait que mon personal brand, tout simplement. Là, That's it, personal brand. Parce que c'est bien beau, mettons, les publicités payantes, mais ça va tellement plus aider si tu as vraiment quelque chose en place par rapport à ton personal brand que le monde peut consulter, voir que ce soit, mettons, des revues clients, que ce soit, mettons, de la valeur que tu peux apporter de plus. Si jamais ton client potentiel, il peut aller sur tes réseaux sociaux puis prendre, mettons, des nuggets, puis l'appliquer à sa business, puis ça fonctionne, à quel point que c'est facile après de discuter avec lui, tu sais. Fait que moi, en ce moment, je suis très focusé à faire des reels, puis vraiment bâtir une plateforme que... admettons que tu n'as aucune idée comment faire des publicités sur Facebook, ben, tu peux aller sur ma plateforme, puis tu peux prendre des trucs here and there, fait comme ça, tu pourrais quasiment le faire par toi-même. Mais l'idée, c'est que tu dis il est tellement bon que tu vas finalement faire affaire avec moi. Là. Ben, oui, puis je pense que le personal brand, c'est l'avenue vers bâtir une entreprise qui est différente, puis te mettre de l'avant réputation-wise, expertise. Puis je te propose des petites idées parce que moi, ça m'anime le personal branding, puis je mets l'emphase là-dessus autant pour le podcast que pour moi personnellement. J'ai une page pro dédiée pour ça. Fait comme... est-ce que tu as déjà fait du contenu avec ta blonde, justement, de entrepreneurial? Mettons, écoute, en course 75 Hard, vous filmez, comme des petits clés main. Est-ce que tu as déjà pensé à faire ça? Est-ce qu'il y a un malaise de son bord ou de ton bord? Ou peu importe? Elle en fait déjà beaucoup du contenu personal brand pour son entreprise, puis elle fait autre que du contenu business, mettons. Fait qu'elle, de son côté, je sais qu'elle va avoir aucun problème avec ça. Nice. Moi, je viens de commencer, mettons que c'est pas ma bête noire, mais tu sais, étant quelqu'un qui est plus introverti, je commence puis tout. Fait que non, j'ai pas pensé à ça, tu sais, j'ai été vraiment très, très business en ce moment, mettons, mais je serais curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet. Ouais, ben je veux dire, tu parais à tester et à l'essayer. Après, c'est sûr, tu as un petit peu de montage vidéo et tout à faire, mais quand même, tu sais, je pense que c'est du contenu qui transfère bien en règle générale quand tu mets de l'avant le couple, en plus l'aspect entrepreneurial, motivation, développer des business et tout ça. Les challenges, en fait, les gens veulent savoir, tu sais, où on veut de moins en moins voir les beaux côtés, mais de plus en plus voir c'est quoi la réalité. Tu sais, day to day, là. Même si c'est plate, puis genre, je suis 8 heures sur mon ordinateur, mais montre-le. Tu sais, comme, ou genre, c'est niaiseux, mais tu peux ne pas parler aussi de ta business. Tu peux dire,
je sais pas, en fin de semaine, je m'en vais faire du kayak. Puis je me filme en train de faire du kayak. Ou je m'en vais faire du bicycle, whatever. Mais c'est comme, mais tu sais, ton client potentiel qui est un fan fini de bicycle, il va commenter, hey, c'est quoi ton modèle, c'est quoi ça? C'est curieux. Je l'ai jamais vu comme ça, c'est vrai. Mais les gens, comme je te dis, l'humain est humain. Là. Fait comme, oui, notre entreprise, mais on a tellement d'autres choses qu'on aime faire. Fait c'est vrai. Fait que ça, en faisant du testing, j'ai remarqué ça. Les gens, ils veulent relate à ça. Puis le plus authentique possible, le moins léché, le moins scripté, on dirait que c'est ça qui fonctionne le mieux. Là. Je sais pas si tu suis Alex Hormozy, Gary Vee, ces gens-là de ce monde, leur stratégie, c'est de moins en moins du gros script, gros montage. C'est le plus simple possible. On shoot avec notre cell, puis on pose, puis on parle d'un sujet intéressant. Fait comme, OK, on switch vers ça. Là, c'est vraiment changé. Non, exact. Par rapport à ça. Mais oui, je pense que personal branding, c'est the way to go. Là. Non, 100%. Puis c'est drôle, étant quelqu'un dans le marketing, j'ai très longtemps eu ce clash-là de me dire que, mettons, bâtir tes réseaux sociaux, c'est pas tant efficace, genre. Puis, parce que je suis quelqu'un de vraiment acquisition froide, agressive, tu comprends? Oh, 100%. Puis, man, toutes les personnes que je regarde aller, puis tout ce qui est, mettons, mes mentors ou, mettons, spirit animal de marketing, ils le font. Fait que, tu sais, il doit y avoir une raison, tu comprends? Fait que, tranquillement, je me rends dans ce monde-là. C'est bien. C'est l'apprentissage. Exactement. C'est du test aussi. Là, je me rappelle la première vidéo que j'ai filmée avec mon cell face front. Ça m'a pris 20 takes à refaire parce que, je veux dire, je cherchais mes mots, je savais pas comment me prononcer, j'étais malaisé, j'étais pas bien cadré, whatever. Jusqu'à temps que tu te pratiques. C'est un peu les podcasts. Je veux dire, j'en ai fait, on a enregistré 215, là, publié peut-être 200 Merci, 207. Puis, tu sais, comme à force d'en faire, il n'y a plus la gêne initiale de rencontrer une nouvelle personne. C'est sûr que ça aide de faire des meetings préparatoires et tout ça, mais c'est tellement le fun. Quand tu as du fun dans ce que tu fais, puis tu viens au bureau, puis tu es comme, hey, aujourd'hui, on va parler avec Manuel de l'entrepreneuriat, de son background. Genre, fuck yeah, genre. Ça va être cool, tu sais. Fait que d'avoir un peu ce mindset-là et non dire, on est encore au boulot, faut que je clock in, faut blablabla. C'est sûr que ça va être plus difficile. Fait que là, je diverge sur d'autres sujets, mais ça reste que, tu sais, essayez de choisir un métier qui vous tente, que vous aimez faire, puis qu'il y a une certaine mission derrière ça. Là. Non, exact. Ouais. Est-ce que tu lis un peu? Oui. Okay. J'ai une couple de livres là, ici. C'est quoi le livre qui t'a le plus marqué entrepreneurial? How to think, voyons, c'est... Et ça m'a marqué, puis j'ai oublié le titre. C'est-tu Napoleon Hill? Napoleon Hill. Ouais, how to Think and Grow Rich. Oui, voilà. C'est celle-là. J'ai né le... J'étais comme, ouais, celle-là, ouais. C'est ça. How to Think and Grow Rich. Je pense que c'est ça, ouais. Je te dirais que c'est le premier livre qui a comme débloqué la porte à tout. Là, puis j'étais comme, OK, il y a un autre monde. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris dans ce livre-là? Mettons les concepts généraux là, que tu as pu en tirer. Je te dirais, un des concepts qui m'a le plus marqué, c'est eux, ils appelaient ça le burning desire, je pense. OK, ouais. Fait que vraiment le fait de toujours penser, mettons, si tu as une vision par rapport à quelque chose, il faut toujours que tu penses à ça. Genre. Fait que, mettons, tu sais que ton avenue, ça va être une business, mais il faut que tu y penses puis que tu y crois tout le temps. Fait que ça a l'air simple comme concept, mais si personne te le dit, ben, tu vas pas le faire. Tu comprends dans ton day-to-day. Fait que ça, je te dirais que c'est un des concepts qui m'a vraiment aidé. Cool. Puis l'autre, ça a été le concept de mastermind. Fait que de t'entourer de personnes comme qui que tu veux être, t'entourer des personnes qui sont like-minded aussi. Fait que de pouvoir avoir des idées back and forth avec eux, je te dirais. Puis au bout de la ligne, ça va juste t'influencer à faire plus, là, et t'entourer de monde comme ça. Fait que c'est les deux concepts, je te dirais, qui m'ont... vraiment marqué. Ouais. Puis, c'est cool. Puis, tu sais, il y avait un concept aussi que ça m'a fait penser à ça, mais je me souviens plus dans quel livre où j'ai lu ça quelque part, mais c'est comme essayer de splitter un peu vos groupes d'amis ou les gens que vous côtoyez différemment dans 3 catégories. Fait que des gens qui font un chiffre d'affaires supplémentaire au tien, des gens qui font le même chiffre d'affaires, puis d'autres personnes qui font un chiffre d'affaires moins que toi, chiffre d'affaires ou revenus, whatever, pour avoir différentes mentalités face à un produit, à une consommation, puis être confronté à différentes situations, juste pour le plaisir. Puis je pense que, pour finir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que au tout début, je sais pas pour toi, là, mais quand je me suis lancé il y a 5 ans, j'avais la mentalité de rester dans un peu lone wolf, d'être un peu on my own, puis de mettre de côté mes amis qui n'étaient pas en business parce qu'ils comprennent pas la réalité. J'ai fait la même chose. Parce que, on était, les réseaux sociaux et tout ça, puis je pensais que c'était the way to go pour être successful. Puis les années ont avancé, puis j'ai réalisé que je les aimais, ces amis-là, c'était cool, on avait du fun. Puis ils sont pas plus passionnés que moi, ils sont pas plus passionnés par l'entrepreneuriat.
ils ont des jobs qu'ils aiment faire. Je donne souvent l'exemple de mon ami qui est excellent, qui a vraiment des connaissances en mécanique. Fait que je vais l'approcher, puis je vais lui poser des questions là-dessus parce que ça m'intéresse, puis lui, ça le passionne. Puis c'est comme, ben c'est cool, mais tu sais, c'est le fun d'avoir des amitiés différentes et non juste parler d'un sujet, puis le contraire aussi s'applique. Si t'as juste des amis qui vont au bar les fins de semaine, puis toi, t'essaies de changer, de sortir de ce mot-là, ça va être très difficile parce que ces amis-là vont essayer de garder dans ce mindset-là. Fait que je pense que c'est de mixer un peu. Tout à fait. Right? L'équilibre de vie. Tout à fait. Fait que c'est intéressant. Ça ressemble à quoi ton cercle d'amis en ce moment? T'as-tu des gens un petit peu plus proches? Je trouve qu'en vieillissant, on en perd, là, mais... Ouais, c'est ça. Ben, la liste raccourcie, mettons. Là. Mais oui, je te dirais que j'ai encore des amis qui est plus dans le cercle, mettons, plus... pas chillax, mettons, mais qui n'ont pas le même hustle, puis c'est très correct en passant. Très longtemps, j'ai eu le mindset que c'était pas correct s'ils pensaient pas comme ça. Mais, on a vécu la même chose. Non, c'est fou. Ça fait que oui, j'ai encore quelques amis dans ce cercle-là. Je te dirais que j'ai, mettons, mes anciens collègues de travail, mettons, c'est mon cercle qui représente le plus. Fait que, mettons, les personnes que je suis un peu plus proche. Puis après, j'ai des mentors, fait que du monde qui font plus d'argent que moi, puis que j'aspire à. Fait que, je pense que j'ai un peu figuré la patente de cercle d'amis. Mais non, il y a encore du travail à faire. Là, c'est toujours l'optimisation encore, mais c'est le développement, puis de changer un peu, d'être une meilleure personne overall, puis d'avoir un bel impact sur les gens qui sont autour de nous. Puis écoute, ça nous amène avec 2 dernières questions pour l'entrevue que je t'avais déjà posées dans le meeting préparatoire. Fait que, first off, actuellement, ta vision de succès, ça ressemble à quoi? Oh boy, ouais. Fait que oui, on s'en est parlé. Ça a vraiment changé au cours des années. Ma vision du succès, man, c'est juste la paix d'esprit. D'être content dans ce que tu fais, de ton day-to-day. Tu sais, tu vas avoir des challenges. Peu importe ce que tu fais, man. Peu importe, mettons que tu as une business, mettons que tu as un travail 9 to 5, tu vas avoir de la difficulté, mais si tu es capable d'être en paix avec ce que tu fais, t'aimes ce que tu fais, c'est le meilleur des mondes pour de vrai. Là. Pour moi, c'est ça pour vrai la définition du succès versus mon ancienne définition que tu devais absolument avoir la Lamborghini, avoir la Rolex, faire tous les voyages du monde pas possible. Je suis pour les expériences. Comme maintenant, je suis vraiment plus avancé vers expérience versus avoir quelque chose, mettons. Là, très jeune, j'ai eu une BMW parce que je me suis dit que c'était ça la définition du succès. Puis récemment, je me suis acheté une Volkswagen Taos, là, puis on s'en fout, là, au bout de la ligne, là, mon auto est vraiment plus équipée, puis elle va vraiment bien, puis je suis content, tu comprends? Fait que, ça m'apporte une paix d'esprit. Fait que, la paix d'esprit. La paix d'esprit, puis d'être content, man, d'être content dans ce que tu fais. Fait que, tellement. Merci pour ta réponse. J'ai souvent une dernière question que je pose. Le hic avec ça, c'est qu'on est quand même relativement jeune, fait que je vais la twister un petit peu. Quel conseil que tu donnerais justement à un jeune dans la vingtaine qui voudrait se lancer dans les campagnes publicitaires, media buying, offrir ces services-là à des entreprises? Qu'est-ce que tu lui dirais là, concrètement? C'est une bonne question, puis je pense que ça va au-delà de juste le media buying. Ça va sonner un peu plus général, mais si tu as peur de faire quelque chose, c'est que tu vas dans la bonne direction. Genre, ce que tu vas aller chercher, dans le fond, c'est le challenge que tu vas avoir, c'est la peur, c'est la crainte, c'est les papillons que tu as. Tu vas tout le temps les avoir. Fait que vaut mieux les convaincre, vaut mieux les conquérir puis aller de l'avant parce que ce que tu veux aller chercher se trouve juste derrière ça. Puis ça se peut que ça soit pas après le premier truc que tu as fait, que tu as conquéri tes papillons, mais jour après jour, si tu conquéris les papillons puis tu fais les trucs qui sont épeurants, tu vas te rapprocher de plus en plus de la personne que tu veux être, qui va ultimement avoir les trucs que tu veux avoir. Fait que tu dirais, dans le fond, c'est normal puis c'est correct de vivre un peu le syndrome de l'imposteur au début, de ne pas être à 100% l'aise? Absolument. Même moi, juste à ce jour-là, je vais dans des appels, j'ai peur de faire les appels. Je ne suis pas nécessairement confortable. Parler à mes clients de juste parler de résultats il y a une semaine qui a moins bien été. Je look pas forward à l'appel, tu comprends? Je suis excité parce que je vais trouver des solutions puis tout, mais au bout de la ligne, je vais toujours avoir ce stress-là. Puis, créer du contenu sur mes réseaux sociaux, c'est une nouvelle avenue. C'est quelque chose qui était épeurant pour moi. Mais même du moment que tu as ce petit feeling-là, ça veut dire que tu fais la bonne chose, tout simplement. Fait que, go for it, man. Suis ton gut feeling. Puis souvent, on peut avoir une émotion, c'est comme, t'as peur de le faire. Puis c'est comme, je vais trouver une raison pour, part de ça, de la situation. Puis c'est comme, non, vis le moment. Exact. Essaye-le. Ajuste-toi par la suite.
c'est plus fun d'avoir vécu ça, puis d'avoir au pire te foirer quelques trucs, que d'avoir le regret ou le dire si j'avais fait ça. Ouais. On veut pas avoir des si dans notre vie, je pense. Exactement. Puis très souvent, là, à la fin de ton expérience auquel tu avais vraiment peur au départ, là, tu te retrouves dedans, puis tu la sens plus la peur. Puis après, c'était tellement pas un big deal. C'est fou, après 5-10 minutes, là, c'était comme pas un big deal. Business as usual. C'est fou pareil, c'est juste vraiment l'initial. Ouais. Fait que écoute, wow, Emmanuel, il était temps qu'on se jase pendant 1 heure. Vraiment. Pour vrai, là, j'aime ta mentalité. Pas pour rien, je t'ai invité aussi. Puis au podcast pour te mettre de l'avant aussi. Fait que ça a été un réel plaisir. Et ce que je propose à mes invités, c'est vraiment de faire un part 2 dans 6 mois. Une nouveauté, what's new, what's next. Ouais. Comment tu développes ça. Fait que si t'es toujours intéressé, moi je serais hyper down. Super partant, ouais. Cool. Non, absolument. Puis merci de m'avoir invité, j'apprécie. Merci pour ton temps, je veux dire quand même. Fait que on se revoit dans 6 mois. Puis merci encore, c'était super cool. Yes, sir. Merci beaucoup. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.